Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Comme tu ne sais pas que tu veux partager, fais-moi signe en commentaire. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi l'histoire qui vous a marqué en commentaire. Le groupe Telegram est dans la description de la vidéo. Rappelez-vous que le but est de sensibiliser, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de laisser un commentaire. Peu importe le commentaire, laissez un commentaire, dites ce que vous pensez en commentaire. Donc, écoutez attentivement s'il vous plaît. Oui, bonsoir MG. Vous m'entendez? Très bien. Oui, alors, c'est l'histoire d'un Benguis qui est rentré au Cameroun et quand il est rentré, il n'habitait pas loin d'un cimetière. Donc, quand tu rentrais tard, il fallait traverser le cimetière pour rentrer à la maison. Les gens lui ont dit, ici, là, ce n'est pas un Beng, on ne rentre pas la nuit quand on sort. On ne sort pas tard. Si tu sors pour aller en boîte de nuit, tu restes là-bas, tu rentres au petit matin. Le gars dit oui, j'ai compris. Il est allé un jour avec ses amis en boîte de nuit. Et vers 2h, 3h, il dit qu'il est fatigué. Lui veut rentrer. Il prend sa voiture, il démarre. Il oublie qu'on lui a dit ne passe pas par le cimetière pour rentrer. Il y avait une autre route, mais il fallait contourner la ville. Le gars prend la route qui passe par le cimetière, c'était le raccourci. Il monte la colline. Le gars prend la route qui passe par le cimetière pour aller à la maison. Arrivé à la colline du cimetière, il voit les phares d'un véhicule. Il se dit que c'est un véhicule qui vient de la route qui est le sens opposé, en se disant que la voiture va vers là où il va. Il klaxonne. La voiture a toujours les phares allumés et roule doucement. Plus il approche, il voit un homme et une femme qui sont habillés en robe, en habit de mariée. Ils vont vers le cimetière, le véhicule là les éclaire. Il marche doucement, le gars klaxonne. Il klaxonne, la peur le prend. Les gars marchent seulement doucement, l'homme et la femme se tiennent par la main. Ils marchent pour aller vers le cimetière, la voiture les éclaire par derrière. Ils avancent. Le gars fait marche arrière. Je dis que ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit qu'ici là, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Il a fait marche arrière, lui seul, il est descendu la colline. Il a allé changer de route. Il rentre, il dit à ses amis ce qu'il a vu là-bas. On lui a dit qu'on t'avait bien dit que l'endroit là n'est pas un bon endroit. Ici là, on ne rentre pas la nuit. Donc c'est comme ça que l'histoire est partie. C'est pour dire aux gens que quand tu vas quelque part et les gens te disent comment ils ont l'habitude de vivre, il faut respecter. Si tu ne respectes pas, tu vas voir ce que tu vas voir. Donc voilà. Tu as une autre histoire, parole de Dieu. Tu m'en as raconté des histoires. Alors, qu'est-ce que je peux raconter? Non, je n'ai pas une autre histoire. Rien ne vient dans ma tête. Là. Je cherche, si je trouve, je vais remonter. Ok, merci beaucoup, parole de Dieu. En fait, c'est une histoire que moi, j'ai vécue. Bon, j'en ai pas en parlé, hein, mais je raconte quand même. Donc, c'est mon grand-père, en fait, qui était décédé, le père de ma mère, qui était décédé vers 2008, on va dire. Il était décédé au Tchad, il était malade, quoi. Bref, un jour, moi, je suis sortie de la maison, en cachette, hein, je suis sortie sans permission et tout. Je voulais aller faire un truc vite fait et revenir. Donc, j'ai traversé la route. Je voulais prendre un taxi. Et je vois, il y a un camion de sable qui passe. Vous voyez les gros camions de sable là qui sont ouverts derrière. Et je vois en fait qu'il y a des gens assis derrière le camion. Je pense que c'est des personnes qui travaillaient, c'est des personnes qui ont mis le sable sur le camion, quoi. Et ils étaient tout sales et tout. Et parmi eux, ils étaient assis et donc ils étaient assis dos au camion et face vers moi, en fait. Et dans le camion, parmi les hommes qui étaient assis là, ils étaient presque tous âgés. Il y avait un monsieur qui ressemblait textuellement à mon grand-père. Quand je dis textuellement, c'est quoi? C'est qu'il avait même les balafres. Mon grand-père, il était bornou et il avait des balafres au niveau du visage. Du coup, il me fixait et moi aussi, je le fixais. Genre, on se regardait. Je sais pas, un truc dans mon cœur me disait que c'est mon grand-père. Et lui aussi, je pense qu'il me regardait aussi pour peut-être me dire que on est familier, quoi.
Donc, non, c'était pas un jumeau fantôme. Je pense peut-être que c'était lui, je sais pas. Mais moi, j'ai eu vraiment la sensation que c'était lui. Et le monsieur aussi, jusqu'à ce que le camion disparaisse, jusqu'à ce que le camion s'éloigne, il me regardait vraiment dans les yeux. Je partais faire quoi? Je partais faire un truc. Donc, voici, c'était ça en fait que je voulais raconter. Ok. Merci beaucoup pour l'histoire à Canne de Café. De rien. Mais tu as quand même fait le truc là. Non, ça m'a tellement perturbée que je suis rentrée à la maison en courant. C'est ton grand-père, alors vous savez que c'est ton grand-père, vrai. Moi, je partais faire un truc qui était pas bien. Il est passé Ouais. regarder comme ça, il dit que mon ami. Tu partais faire un truc pas bien. Oui, ok. Ok, après alors. Ouais, vas-y, à plus. Moi, l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'une femme qui a sacrifié ses enfants au travers de l'argent, au fait. Tout simplement parce que l'infidélité l'a amené à perdre tous ses enfants qu'elle a eu dans son couple. C'était l'histoire d'une dame qui vivait bien avec un monsieur au Cameroun. Et le monsieur, lui, il était quelqu'un de débrouillard. Financièrement, il n'était pas stable comme on pouvait l'imaginer. Ça battait des ailes, du coup. Il y avait des jours où on pouvait avoir, il y avait des jours où il n'y avait pas. Donc, du coup, elle a fait dans la rencontre d'un monsieur, un pétrolier, toujours au Cameroun, mais le gars, par la suite, il a été affecté en Guinée. Lorsqu'il est affecté en Guinée, il dit donc à sa copine en question que voilà, je suis affecté en Guinée, mais je ne veux pas me permettre d'aller en Guinée et te laisser ici. Tout en sachant que moi, je m'avais fait ma vie là-bas. Je ne sais plus si je vais pouvoir revenir encore ici un jour parce que le boulot que je peux faire là-bas, c'est pour une très très longue durée de temps. Donc, la dame a donc dit, si je dois quitter le Cameroun, il faudrait que je quitte au Cameroun étant une femme mariée. Le gars dit, il n'y a pas de souci et tout. C'est comme ça que les deux vont s'organiser à faire leur mariage. Tout allait plutôt bien. Le mariage, tout s'est bien passé. La dame a pris donc ses affaires et le monsieur, ils sont allés s'installer en Guinée équatoriale. Étant donc en Guinée équatoriale, la dame a eu des difficultés à concevoir l'enfant venant de ce monsieur. Mais tout le temps, elle se posait pas la question de savoir le pourquoi. Tout le temps, elle voulait toujours avoir des enfants avec ce dernier, mais elle n'arrivait pas. C'est donc pendant ses vacances, une fois au Cameroun, donc elle se retrouve donc avec son ancien mec avec qui elle vivait quand elle était au Cameroun, avant de faire la rencontre de ce pétrolier. Et un soir, comme ça, elle porte dans la grossesse de ce dernier. Et voilà, elle rentre donc en Guinée, elle accouche. Et elle ne dit pas à son mari que voilà et tout. Le mari jubile l'enfant. De telle manière qu'il donne tout à cet enfant. Tout. La dame dit, mais ce dernier ne se pose même pas la question de savoir si c'est son enfant ou pas et tout. La dame encore, une autre fois encore, elle repart encore au Cameroun. Des années après, quelques années après, elle repart encore au Cameroun pour ses vacances et tout. Elle repart encore retrouver son ancien gars avec qui elle va encore avoir un deuxième enfant. Elle va revenir donc en Guinée. Elle va donc revenir en Guinée et tout. Alors, elle reviendra donc en Guinée avec... Oui. Elle va revenir donc en Guinée. Elle va accoucher le deuxième enfant. Le monsieur va toujours jubiler cet enfant, tout donner à l'enfant, à la mère, tout, c'est-à-dire acheter même une nouvelle voiture, offrir des cadeaux et tout à la femme. Mais la dame est toujours curieuse. Je fais toujours la remarque que chaque fois que je me rends au Cameroun, c'est là où je tombe enceinte. Donc, apparemment, mon mari ne peut pas me procurer l'opportunité d'avoir un enfant. Donc, mon mari ne peut pas m'enceinte au fait. Mais tout le temps, toujours, pour la troisième reprise, elle a toujours fait la même chose. Elle est toujours partie au Cameroun, elle a toujours porté encore la grossesse. Elle est revenue. C'est donc comme ça alors que la dame, après les 3 enfants, une fois, tellement ils avaient une maison super grande, que dans le ménage, elle est en train de faire le ménage dans la maison, elle se rend compte que généralement, elle n'entre pas seulement dans des pièces de la maison, dans certaines pièces de la maison. Elle entre dans le bureau de son mari, elle retrouve donc un certificat médical que son mari avait fait, qui diagnostiquait le fait qu'il ne peut pas avoir des enfants, que ses cellules, son spermatozoïde n'était pas assez fertile pour pouvoir faire un enfant au fait. Mais elle dit, mais mon nom de type, si, il sait consciemment qu'il ne peut pas avoir des enfants. Et lorsque je suis enceinte et tout, lui, il jubile de la venue des enfants, plus que moi-même qui suis enceinte et tout. C'est donc comme ça alors que
Il appelle donc le frère du gars, un des frères du gars avec qui il s'entendait très bien. Il dit, mais mon frère, je vais te raconter une histoire. Je suis avec ton frère et tout depuis un bon bout de temps. Euh, mais tout à l'heure, j'ai fait un constat là, je suis tombé sur un document qui montre que ton frère ne peut pas avoir des enfants et tout et tout et tout. Le gars, il fait comprendre que oui, toute la famille est au courant qu'il ne peut pas avoir des enfants. Tu es la seule qui ne le savait pas. Parce que nous savons très bien qu'il était entré dans une loge qu'il a permis d'avoir ce boulot qu'il a, cette stabilité financière qu'il a, au détriment de sa sexualité, de sa fertilité, au fait. La dame était donc perdue. Il dit, mais où tu es là condamné parce que tes enfants ne vont pas atteindre l'âge de 18 ans. Parce que c'est le contrat qu'il avait passé là-bas, que chaque fois qu'il aurait un enfant, chaque fois que sa femme va le tromper, ou bien chaque fois que sa femme va ramener un enfant dans la maison, avant l'âge de 18 ans, ils vont devoir mourir. Et à quelques semaines, son premier fils devait fêter ses 18 ans. Donc la dame voit déjà la vie de son fils qui est en train de partir. Et son mari, lui, était donc en déplacement. C'est comme ça qu'elle appelle donc son mari rapidement que chérie, je veux te voir, c'est urgent et tout. Le gars vient à la maison. La fille fait comprendre au gars que depuis, pourquoi tu me dis pas que tu vis une situation pareille et tout. Le gars dit que je t'ai tout donné. Je t'ai donné une stabilité financière, je t'ai donné la sécurité, je t'ai tout donné. Mais ce que tu as trouvé mieux de faire, c'était de me tromper et de m'amener des enfants ici à la maison. Donc moi, en grande partie, c'était de ne pas me les amener. On pouvait tout vivre ici entre toi et moi, on pouvait tout faire. Mais ces enfants-là, rassure-toi, ils ne pourront pas fêter leurs 18 ans. C'est automatique. Une semaine après, le premier enfant est tombé gravement malade. Terriblement malade au point où on l'amène à l'hôpital, on ne voit rien. Et elle savait déjà que c'était ça. Elle porte donc ses enfants, elle les amène au Cameroun chez un pasteur. Le pasteur elle fait comprendre que le pacte qui relie tes enfants à ton mari, c'est toi qui es le pacte qui les relie, parce que c'est toi qui es le pont qui relie les deux. Et ton mari, lui, il a fait toutes ces choses-là en sachant que demain après demain, tu devais obligatoirement tomber parce qu'il savait où il t'avait pris. Il savait qu'il t'avait pris dans les mains d'une personne que tu aimais malgré la difficulté que tu avais avec lui. Mais comme tu étais une femme qui avait un peu la tête sur le financier et tout, c'est pourquoi tu t'es permise d'aller là-bas. Donc aujourd'hui, la dame, lorsqu'on m'a raconté cette histoire, la dame avait perdu les 2 premiers enfants. Donc je ne sais pas si le 3e a survécu ou bien le 3e il vit encore. Donc voilà un peu ça. Donc moi, ce que je voulais apporter comme moralité dans cette histoire, c'est juste pour faire comprendre à mes soeurs que vivre avec un homme, c'est pas seulement de se contenter sur ce qu'il nous donne. C'est aussi de pouvoir savoir réellement avec qui nous sommes. Parce que tout ce qu'on nous donne toujours au quotidien par des hommes ou bien par des femmes peuvent être de fois conditionnés dans notre propre vie. Donc c'est un peu ça en fait. Oui, au fait, c'est une histoire qu'a vécue ma mère. À l'ouest du Cameroun, plus précisément à Bafang en fait. Elle s'est levée un matin. Bon, elle s'est au fait dit que c'était le matin. Avec la lune qui éclaire dehors et tout. Là voilà qui se lève. Croyant que c'est le matin, elle se dirige à l'eau, à la source, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez d'eau. Elle arrive donc, elle dépose sa casserole. En attendant que ça fasse le plein, voilà un lion qui arrive avec une braise de feu à la bouche. Elle voit le lion, elle dit « Hey, je n'ai moi rien fait à quelqu'un, je suis seulement venue puiser mon eau. » Elle reste dans l'étang, parce que c'était en fait dans un étang. Elle reste là, elle observe, le lion vient, ça lance la braise en l'air 3 fois, ça rattrape, puis ça forme un cercle avec ses pieds, ça retourne. Elle porte donc sa casserole. Tu as encore de marcher quelque chose? Elle rentre. Non, pas du tout. Elle porte sa casserole. Elle rentre avec. Elle arrive à la maison, elle regarde la montre. Elle constate qu'il était un truc de minuit, 1h. Voilà alors que sur son corps, des boules apparaissent. Sur tout le corps. Elle avait les boules sur tout le corps. Il y avait un grand traitant au quartier. Là voilà qui se lève, elle se dirige donc chez le traitant, elle explique. Le marabout dit que ce n'est même pas un problème.
Lui, il venait faire sa chose, donc tu t'es retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Si tu étais comme ça compliqué, c'est qu'il a mis sur toi là. Tu ne devais même pas arriver à la maison avec, tu devais caler qu'à l'eau. Voilà que le lendemain, en fait, le marabout se lève, il fait signe qu'il doit aller là-bas à l'eau travailler, donc personne ne devait arriver à l'eau. Ils sont arrivés, ma mère a indiqué où l'animal était placé. Il est allé là-bas, il a fait les trucs. Comme vous voyez les films nigériens là, c'est comme ça que les boules qu'elle avait sur tout le corps ont disparu. Donc toutes les boules qu'elle avait sur le corps ont disparu à l'immédiat. Bon, c'était un peu ça la petite histoire. En fait, une fois, quand j'étais encore dans le pays d'origine, le Congo, j'étais à Kolwezi, une fois là. Et j'avais vraiment l'habitude de sortir tout le temps, d'aller en boîte de nuit, de sortir un peu avec les amis et tout s'amuser. Et puis, à un certain moment, quand j'étais quelque part aux terrasses ou dans une boîte de nuit, je constatais vraiment en face de moi, il y avait... je constatais vraiment qu'en face de moi, à chaque fois que je partais, je sortais, je rencontrais vraiment une fille, une dame là. Et à chaque fois que je sortais, je pourrais la voir, elle était juste en face de moi. Peut-être moi, je peux être de l'autre côté, elle est aussi de l'autre côté. Et à chaque fois qu'on s'est rencontrés, elle me fixait les yeux, elle me regardait. Du coup, je me disais, peut-être on se connaît ou comment. Et à chaque fois qu'on s'est rencontrés, elle me fixait toujours. À chaque fois qu'on sortait, elle me fixait toujours. Et puis, à un moment, un jour, je suis allé dans une boîte de nuit. J'ai rencontré la dame. Elle était là, assise seule. J'ai dit, bon, peut-être c'est mon temps que je dois aussi tenter ma chance d'aller la parler et puis de faire un peu connaissance. Je suis allé la rencontrer. On a eu à parler, on s'est changé même de numéro. Puis, à un certain moment, on a commencé à beaucoup parler. En fait, ce qui arrivait, c'était que à chaque fois que je sortais, je pouvais la voir toujours. Je pouvais toujours la voir. À chaque fois que je sortais dans une boîte de nuit, je pouvais toujours la voir. Et on s'est rencontrés là, on parlait, on buvait ensemble. Un jour, elle m'a proposé de la ramener chez elle. J'ai pris les taxis, nous sommes arrivés, je l'ai déposée. Elle m'a proposé de passer une nuit chez elle. C'était un endroit un peu qui était sombre et tout. J'avais un tout petit peu peur. Puis à un moment là, quand je suis rentré, on est devenu tellement proche au téléphone et on s'est voyé trop souvent seulement dans des boîtes de nuit. Mais on n'a jamais donné un rendez-vous pour se rencontrer et puis passer une nuit ensemble et faire une histoire ensemble. Voilà. Et un jour, je suis allé voir un ami. À ma grande surprise, quand mon ami m'avait demandé les téléphones, on parlait, on partageait, on se disait, bon, voilà là où j'étais hier, ça s'est passé bien, ainsi de suite. Alors, à ma grande surprise, mon ami est tombé sur la photo de la dame. Et du coup, il me demande, il dit, bon, tu connais cette fille? Je dis, oui, je la connais. Elle dit, ah bon? Et toi, si tu as su son histoire, tu as su ce qui s'est passé avec cette dame. J'ai dit, bon, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ah, t'es pas au courant. Mais alors, comment tu la connais? J'ai dit, bon, c'est juste une amie. Et mon ami était surpris et étonné. Une amie? J'ai dit, oui, c'est juste une amie. Elle a dit, bon, comment ça une amie? Toi, tu ne sais pas l'histoire de cette dame. J'ai dit, non, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis mon ami me dit, bon, voilà. Attends, je vais te faire voir quelque chose. Mais tu es sûr que tu ne connais pas l'histoire de cette dame? J'ai dit, bon, bien sûr, je ne connais pas. Et mon ami m'a dit, bon, attends, je vais te faire voir quelque chose. Il a pris son téléphone. Et quand il a pris son téléphone, il a
il m'a montré le photo de la dame. Quand il m'a montré le photo de la dame, j'ai dit, ah bon, je la connais aussi. Il dit, donc toi, tu veux dire que tu ne sais pas l'histoire de la dame? J'ai dit, je ne sais pas, mon frère, est-ce que tu peux bien m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, voilà. Il entre dans les audios, dans le message WhatsApp, il entre dans des voices. Et puis, il me fait entendre une voice. Donc, la réalité de la dame, c'était que cette dame, elle est déjà décédée il y a plus de 10 ans. Elle est déjà décédée il y a plus de 10 ans. Et c'est son frère, son jeune frère, qui était ami à mon ami. Et quand son jeune frère était arrivé à Kolwezi, à sa grande surprise, il était allé dans une boîte de nuit et il a rencontré sa sœur qui est déjà décédée il y a 2 ans passés. Et elle était décédée une semaine avant la cérémonie de son mariage. Et on l'avait enterrée en voile. On l'avait enterrée en voile de sa robe de mariée. Et c'est son jeune frère, lorsqu'il est arrivé dans une boîte, il a croisé cette dame. Il a croisé sa grande sœur. Et du coup, son jeune frère s'est évanoui. Il s'est évanoui. Et quand on lui a amené à l'hôpital, il a dit, bon, j'ai rencontré ma sœur. Elle est déjà décédée. Moi, j'étais à son enterrement. Mais j'ai rencontré, ma grande surprise, j'ai rencontré ma sœur dans une boîte de nuit dans la ville de Kolwezi. Et son jeune frère a appelé toute sa famille, il a alerté toute sa famille. Ben voilà, je ne comprends pas. J'ai rencontré ma sœur, je me suis même évanoui. On s'est fixé les yeux, elle m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est fixé les yeux. Et puis, je ne comprenais pas. Du coup, elle a eu peur, elle est partie. C'est comme ça que je me suis évanoui. Et mon ami, alors, il m'a fait voir toutes ces voices. C'était alors le jeune frère de la dame qui parlait à mon ami et il lui disait quoi? Mon frère, faites très attention dans la ville de Kolwezi où vous êtes parce que moi, j'ai rencontré ma propre sœur qui est décédée il y a 2 ans passés. Je l'ai rencontrée à Kolwezi dans votre ville. Faites très attention lorsque vous sortez parce que moi, c'est ma propre sœur. J'étais à son enterrement. Et ma grande surprise, je l'ai rencontrée à Kolwezi. Faites très attention lorsque vous sortez. Ne tombez pas sur des filles et tout. Alors, quand mon frère m'a fait entendre ces audios-là, cette histoire-là, il m'a raconté cette histoire, j'ai eu tellement de chair de poule, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit, mon ami, tu es sérieux? Il m'a montré des photos, il m'a dit, je pense que tu ne me crois pas. Attendons que j'appelle maintenant son jeune frère et que tu l'entendes de soi-même. J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a appelé son ami, le jeune frère de la dame, il a appelé. Et puis, il a commencé à poser des questions. Il a dit, ah, mon cher, est-ce que tu es sérieux que c'était ta sœur? Et son jeune frère lui dit, mon frère, moi, je ne sais pas, depuis lors, ma tête ne fonctionne pas bien parce que j'ai des pressions spirituelles. J'ai des pressions spirituelles parce que ce que je vis, ma propre sœur, elle est décédée une semaine avant le mariage, son mariage. Puis je l'ai rencontrée. Donc, si vous pouvez me croire, vous pouvez croire. Mais moi, ce que je peux vous demander, de faire très attention lorsque vous sortez la nuit parce que moi, c'est ma... Entre le vieux qui vient déposer son canari à côté de la maison pour récupérer le sang humain sur le goudron et la sorcière qui est venue réclamer la chèvre à la maison, tu veux lequel? Tu sais comment je vais demander les deux, non, tonton? Oui, parce qu'il y a une qui est longue. La sorcière qui est venue réclamer la chèvre à la maison, c'est très dangereux, mais c'est long aussi. C'est une grande histoire. On va commencer par la première alors. D'accord. Avant de commencer, il y a une personne ou certaines personnes dans ton live ici que ma voix dérange. Je tiens à notifier ça avant de commencer. La personne pour laquelle j'ai quitté le forum sur Instagram,
Depuis le dernier live, cette personne a eu le culot de m'écrire en privé et n'a pas manqué de m'inverser, soit disant que je ne défends pas la culture de mon pays. Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai même pas répondu au message de la personne, mais j'ai regardé la personne de toi. Mais je tiens ici publiquement à te dire que si un jour tu apprends que l'une de tes abonnés qui s'attaque à moi a eu quelque chose, il ne faudrait pas que ça t'étonne. Parce que quand la souris menace le chat, il finit par se retrouver dans la gueule du chat. C'est juste un petit avertissement que j'ai laissé. Je sais que la personne est dans le live. Que tu ne défends pas la culture, quoi. Que je ne défends pas la culture béninoise parce que ce que je viens raconter parfois, c'est comme si... déjà, la personne m'avait dit que mes histoires l'énervent. Genre, les histoires que je viens raconter sur le live l'énervent. Et c'est sur ce ton que la personne m'avait parlé quand j'ai quitté le forum. Tu vois un peu. Donc, la personne aurait voulu que j'habille un peu la réalité de la spiritualité africaine, notamment celui du Boto. Moi, je ne suis pas là pour défendre les choses. Je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Si quelqu'un ne se sent pas bien en écoutant, la personne peut partir quand je monte sur le live et revenir après. Mais moi, je tiens à souligner aussi là que ce n'est pas seulement les histoires sur le Bénin qu'on a ici. Hein. Je pense que c'est là que 80%, bon, je vais parler là-bas, je vais dire 70% des histoires qu'on a. La personne moi-même, au Cameroun, qu'on les raconte. Au Cameroun, plus souvent, ils vont me manger. Ce qu'il a, voilà, a oublié, on a plusieurs histoires. Cameroun, c'est chez moi. J'ai beaucoup de personnes au Cameroun. 70% des histoires qui viennent sur la page ici, c'est au Cameroun. Ça veut dire qu'on ne défend pas la culture du Cameroun. Ça veut dire que quelqu'un va marier ton enfant dans ton quartier, tu vas pas raconter parce que ça défend pas la culture de ton Cameroun. Et pardon, il ne faut pas déranger les gens. On n'est pas là pour saluer les cultures des gens. C'est celle qui veut défendre le Bénin. Est-ce qu'elle n'écoute pas sur la page des histoires sur le Cameroun? Hein? Faudrait pas juste un jour tu penses que j'ai mangé de la muscle dans ta bouteille. Si quelqu'un est en train de me chercher, la personne n'a qu'à se patienter. Je suis pas difficile à trouver. Mon adresse n'est pas perdue. Faut pas être étonné le jour où tu vas apprendre que l'homme de l'ombre a mangé de la muscle dans ta bouteille. C'est tout ce que je tenais à t'informer en public. Après, quelqu'un qui peut entrer dans le inbox de quelqu'un, moi je suis dans mon inbox menacé, ça va finir très mal. C'est pas que on est là comme ça en public. Si ça ne te plaît pas, je te déconnecte simplement. Pas besoin d'entrer dans le inbox de quelqu'un. Est-ce que c'est normal que on est dans un groupe public comme ça là? Quelqu'un dit un truc, tu vas dans son inbox pour le menacer. Hein? Tu sais qui est qui? Tu sais que tu gères ça en public, tu quittes. C'est ce qu'elle mange qu'elle connaît, c'est pas ce que moi je mange. Bon, je vais commencer l'histoire par un vieux qui est rentré dans un secte. Ils ont créé un groupe c'est pas un groupe de sorcellerie, mais un groupe de sacrifice humain. Et dans ce groupe-là, ils avaient ce qu'on appelle des jarres, des petits jarres troués. Et le vieux, il agissait comment? Avant de créer l'accident, il cherchait l'habit de quelqu'un. Tu vois un peu quand tu portes des habits qui sont vieux, tu jettes ça sur les tas d'ordures comme ça. C'est ça, il va y prendre. Et puis, il fait le rituel avec et il dépose ça sur le tas d'ordures. Il dépose ça sur le goudron. Parce que sa maison, c'était dans une rue qui n'est pas loin du goudron. Quand il dépose l'habit sur le goudron, il retourne chez lui à la maison et puis il cherche son petit canari, il vient s'asseoir au goudron comme ça. Quand une voiture passe sur l'habit qu'il a déposé, ça crée des accidents. Et c'est un truc qui se répétait. Déjà, je profite pour dire aux gens qui ont l'habitude de voir des vêtements sur la voie pour passer sur ça, d'éviter. Parce que à force d'éviter de passer sur ces vêtements, vous pouvez sauver des vies. Parce que passer sur ça, parfois, c'est des choses qui sont déposées exprès et qui sont juste dans le but de tuer la personne. Donc, les gens ont remarqué qu'à chaque fois que le vieux là venait s'asseoir au bord de ce goudron-là, il y avait beaucoup d'accidents. Mais personne ne savait ce qu'il venait faire. Il a un jeune qui était allé s'initier nouvellement à la sorcellerie. Mais il s'est initié à la sorcellerie. C'est aussi une grande de sorcellerie où ils se protègent aussi. Mais pour eux, c'est plus se protéger leur famille, leur bien matériel. C'est une sorcellerie qui est réputée, qui a aussi sa réputation. Donc, quand le jeune a fini son initiation de la sorcellerie, il est revenu. La première personne à qui il a voulu s'attaquer, c'était le vieux. Le vieux dans le quartier, c'est un vieux qui a sa maison. Il ne parle à personne, il est tranquille, il est poli avec tout le monde. Donc, personne ne soupçonnait que
c'est lui, chaque fois qu'il venait s'asseoir, qui faisait des accidents. Le jeune a dit, à partir d'aujourd'hui, il y a telle personne dans ce quartier et je vais lui montrer que ce qu'il fait, ça ne va plus persister. Un jour, le vieux est sorti de chez lui, il est venu s'asseoir au goudron. Et le vieux est venu le trosser le col de l'habit qu'il a porté pour dire que à partir d'aujourd'hui, ce que tu fais, si tu ne le dis pas, moi je vais te tuer. C'est toi qui as l'habitude de tuer les gens ici. Si tu ne dis pas ce que tu fais, je vais te tuer. Et c'était devenu un truc qui a attiré l'attention de tout le monde parce que ça devenait très truc là. Les gens se sont associés à ce truc et puis ils ont demandé, mais qu'est-ce que tu as fait pour que le petit te menace? C'est là que le petit a montré que là où le vieux s'assoit, il y a un canari. Et que dans le canari, quand les gens font les accidents sur le goudron là, le sang qui verse sur le goudron, c'est lui qui récupère ça dans ce canari. Parce qu'il a un fétiche à la maison à qui il donne. Parce que le vieux était dans un groupe, ils avaient un fétiche et que le fétiche prenait du sang humain. Et qu'est-ce qui provoque l'accident? Ils allaient chercher les cheveux des gens qui allaient se coiffer chez les coiffeurs. Parce que tu sais, quand les gens vont se coiffer dans des ateliers, après les coiffeurs, ils balayent et puis ils jettent sur les tas d'ordures. Donc, ils avaient des gens qui payent pour aller ramasser ces cheveux-là ou les habits que quelqu'un ne porte plus. Et ils viennent déposer sur le goudron avec un rituel. Et c'est là que ça, toi, tu prends ta voiture, tu passes sur ça, les gens commencent pas à mourir là. Et par la première personne qui meurt, c'est la personne du cheveu de la personne qu'on a déposé ou l'habit de la personne qu'on a déposé. Il meurt d'abord et puis ça continue, donc le sang il ramasse. C'est comme ça le vieux a avoué dans quoi il était, quel est le fétiche qu'il avait et pourquoi il faisait ce rituel-là. Parce que le fétiche, c'était du sang humain qu'il prend. Et au fait, on va pas dire que c'était bizarre, mais il a fait ce truc-là pendant 10 ans. Il était dans le quartier tranquillement. Tu vois le vieux, chaque vendredi, il prend son pain, il met son pain comme un vieux sage. Il va aller prendre de l'air, il vient s'asseoir au goudron. Et tu vois les accidents commencent à arriver. Et lui, il était là, il récupère le sang. Dans quoi? Personne ne sait. Mais comme c'est quelqu'un qui ne parlait pas trop, la plupart des gens n'ont pas soupçonné que c'était lui qui était à la base de ça. Parce que tout le monde pensait que les accidents arrivaient fréquemment. Donc parfois, il allait s'asseoir là-bas pour regarder seulement. Alors que c'était lui qui était à la base. Depuis que ce jeune-là a intercepté, et le jeune l'a promis que la prochaine fois qu'il va le voir encore s'asseoir là, il va le tuer. Il ne vient plus, les accidents ne sont plus arrivés là. Et donc, j'informe tout le monde en ce qui concerne ça de prendre bonne note. Que ce n'est pas sur tout ce que vous voyez sur la route là, c'est pas sur tout ça que vous allez passer. Parfois, il y a des choses qui sont déposées exprès. Et dès que vous passez sur ça, vous atteignez la vie de la personne directement. Et la personne qui a posé ce piège-là va se libérer parce qu'il va dire que c'est pas lui qui a fait, c'est pas lui qui a tué la personne. Lui, il a juste déposé, c'est quelqu'un d'autre qui a fait. Donc, c'était ça la première histoire. Ok, je vais raconter l'histoire, une histoire qui s'était passée dans mon quartier. Dans mon quartier, il y avait une vieille dame qui vivait toute seule. Et pour nous qui vivions dans le quartier, on se demandait souvent si elle n'avait pas des parents. Bon, parce que moi, personnellement, avec ma famille, on venait d'arriver dans le quartier. Et on la voyait souvent. Et ce sont les gens du quartier qui l'aidaient souvent dans certaines tâches ménagères, puiser de l'eau, faire à manger. Elle avait un très grand terrain. Il y avait une grande maison et elle dormait souvent dans la petite maison. Et une année, pendant les vacances, il y a ces petites filles qui étaient arrivées pour passer les vacances chez elles. Et donc, du coup, quand les petites filles sont arrivées, parmi les petites filles, il y avait la plus grande, elle avait 2 enfants, 2 filles. Une fille de 3 ans et une autre de 6 ans. Et quand elles étaient arrivées, elle avait constaté que le terrain familial avait beaucoup d'herbe. Donc, elle avait demandé à quelqu'un de couper les herbes. Et malgré le fait qu'elle avait demandé à quelqu'un de couper les arbres, le terrain paraissait propre, mais il y avait 2 grands arbres. Les 2 grands arbres faisaient souvent ombre, en fait. Ça empêchait qu'on voit en fait l'éclat de la grande maison. Et donc, du coup,
la plus grande a demandé à ce qu'on coupe les arbres en question. C'est là où tout le calvaire commence. Le jour où on coupe les arbres, dans la nuit, la petite fille de 3 ans, de la plus grande, a commencé à faire les fièvres dans la nuit. Et pourtant, toute la journée, elle avait bien passé la journée, elle jouait avec sa sœur, il n'y avait rien de grave. Et pendant la nuit, la petite a commencé à faire des fièvres. C'est comme ça, bon, la mère s'est certainement dit que, bon, peut-être parce qu'elle a trop joué, elle est certainement fatiguée et tout. Elle a donné des médicaments à l'enfant. Et dans la nuit, ça allait. Ils ne sont pas là à l'hôpital. Au petit matin, 5 heures du matin, on écoute des pleurs chez eux. La petite fille était morte. On écoute des pleurs à 5 heures du matin. Tout le monde dans le quartier se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Quand on part regarder, la petite fille est décédée. C'est comme ça, la plus grande a dit, ce n'est pas clair. Ça ne peut pas être clair en fait. L'enfant, on est revenu de... bon, c'est une ville du Gabon. On est revenu de Port-Gentil. L'enfant n'était pas malade. Pourquoi? C'est aujourd'hui que l'enfant va mourir à cause d'une petite fièvre. Et pourtant, toute la nuit, après avoir bu les médicaments, l'enfant, la fièvre a disparu. Pendant que les gens étaient en train de pleurer, tout le quartier se lamentait, se posait les questions. On était dehors, en fait. La famille était dans la maison avec le corps. Et après, la plus grande allait poser la question à sa grand-mère. Parce qu'elle trouvait la mort de sa petite fille trop suspecte. Elle allait poser la question à sa grand-mère que « Mamie, nous sommes venus ici pour te voir, pour passer du temps avec toi, pour passer les vacances avec toi. Comment ça se fait que ma fille meurt? Elle n'était pas malade. La fièvre est passée depuis la nuit. L'enfant n'était pas malade. » C'est comme ça la grand-mère a répondu que ce n'est pas moi, je ne connais pas ce qui se passe, je n'ai rien fait. Et il y avait des médecins dans le quartier. C'est comme ça ils sont venus voir le corps de l'enfant. Ils disaient que la petite n'était pas encore morte parce que le corps de l'enfant chauffait. La petite n'était pas encore décédée. Et donc du coup, c'est comme ça, la plus grande, il y a un monsieur dans le quartier qui allait voir la plus grande pour dire que ça c'est une affaire de sorcellerie, c'est pas clair. Il faudrait faire venir quelqu'un. Et dans la ville où je vivais, il y avait un grand nganga. Donc, du coup, ils ont fait venir ce nganga-là. Et le nganga avait pour but de consulter d'abord, voir si la mort était naturelle. Et puis, si la mort n'était pas naturelle, essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant meure. Bon, je dis nganga, hein, je ne sais pas comment vous appelez ça dans vos langues, en tout cas. Genre un marabout, voilà, un marabout. Et donc, du coup, on a fait venir le marabout. Le marabout a consulté le corps de l'enfant. Tout ce temps-là, l'enfant n'était pas... Ils n'ont pas pris l'enfant pour aller, genre, enterrer l'enfant. Le corps de l'enfant était dans la chambre. Et lorsqu'ils étaient venus passer les vacances, le père de l'enfant était resté dans la ville où il vivait. Donc, on a informé au père. Et le même jour, le père a pris l'avion pour venir dans la ville où la petite était morte. Et donc, du coup, lorsque le marabout arrive, le marabout consulte. Le marabout dit à la mère de la petite que la petite n'est pas encore morte et que si ils ont mis cette petite-là comme ça, c'est parce qu'elle avait demandé à ce qu'on coupe les arbres. C'était leur table mystique, en fait. C'est là où ils se retrouvaient chaque soir. Donc, le fait qu'elle ait donné l'ordre de couper les arbres, voilà pourquoi ils se sont attaqués à sa fille. C'est comme ça, le monsieur a dit, l'âme de la petite fille n'est pas encore partie. L'âme est là. Mais il faudrait qu'on attrape les personnes qui ont fait ça pour pouvoir faire revenir l'âme de l'enfant. Donc, on a dérangé tout le quartier. Ils avaient une grande cour. On a fait venir tout le quartier. Et il y avait interdiction de porter les foulards. Donc, s'il y avait des femmes qui avaient les foulards ou des hommes qui avaient les chapeaux, il fallait qu'ils enlèvent ça. Il avait dit aussi qu'il ne faut pas croire. Pendant qu'il fera ses pratiques, il ne faudrait pas que les gens croisent les pieds ou croisent les bras. Et donc, du coup, ils ont commencé à faire venir tous les vieillards du quartier, là. Tous les vieillards, ils sont venus. Et il a installé une petite poupée au sol. Il a pris
les tiges de bambou, les espèces de... Ce qu'on fait le balai avec lequel on balaie le dehors là. Il prend ça et il prend deux branches, il les attache. Et lorsque il appelle quelqu'un, la personne se présente, je m'appelle comme ça, j'ai tel âge, mon père c'est tel, ma mère c'est telle. Et la personne parle à la poupée. La personne dit à la poupée, si c'est moi qui ai tué cette petite fille, que ces branches-là m'attrapent. Mais si ce n'est pas moi, que ces branches les laissent. On a commencé, la première personne à passer, c'était la grand-mère. La grand-mère de la femme qui avait perdu son enfant. Elle est passée, elle a commencé à parler. Il fallait même, bon, puisqu'elle ne parlait pas bien français, même en langue, il fallait juste qu'elle dise la vérité, que je m'appelle telle, mon père c'est tel, ma mère c'est telle. La grand-mère est passée, les branches ne l'ont pas attrapée. Après, on a fait venir une deuxième vieille maman. Elle s'est présentée aussi, les branches ne l'ont pas attrapée. Il y avait un papa, il n'était pas très vieux, il ne faisait que faire les commentaires dans la foule. Non, mais ça, c'est une histoire vraiment. Comment vous pouvez tuer l'enfant? Le marabout là, la regarde. Le marabout a dit non, toi tu parles trop, viens d'abord. Il dit non, mais moi je peux passer, hein, ça ne me dérange pas. En tout cas, ça ne va pas m'attraper. Il est carrément la première personne que ces branches de palmier avaient attrapé. Je vous dis que ce sont des branches de palmier. Si vous attrapez avec les deux mains, vous tirez fort, les branches se coupent en fait. Mais les branches de palmier se sont attachées d'une manière que tu tires. Le papa là ne pouvait pas quitter, son cou était bloqué sur les cordes là. Le charlatan là a tiré, ça fatigué. Ça c'est pas détaché. La première personne qu'on a attrapée, c'était lui. Tout le quartier ne faisait que crier. Donc, depuis que tu es en train de faire le bruit, là, tu es même parmi les sorciers. Il ne faisait que parler. Non, c'est faux, je veux recommencer, c'est pas moi. Après, le monsieur l'a dit, mets-toi de côté, puisque tu veux recommencer, mets-toi de côté. On fait d'abord passer 2 personnes. Deuxième personne qu'on attrape, c'est une vieille maman du quartier aussi. Tout le monde ne faisait que crier. Ils avaient attrapé 5 personnes. Ils ont refait passer le papa là. Ça l'a toujours attrapé. Et toutes les personnes qui étaient passées, les branches de palmier avaient attrapé 5 personnes. Et parmi les 5 personnes, on les a emmenées dans la maison. On les a posé des questions. Et parmi les 5 personnes, il y a un monsieur qui avait dit, je reconnais, je peux faire revenir l'âme de l'enfant, mais si les autres ne sont pas d'accord, l'âme de l'enfant ne va pas revenir. C'est comme ça, la famille a dit, on vous laisse, on vous accorde 10 minutes, vous vous concertez. Si vous ne faites pas revenir l'âme de l'enfant, on vous tue. On les a laissés dans la chambre avec le corps de la petite. On les a laissés dans la chambre. La dame revient. Vous vous êtes concertés. Le papa là ne faisait que pleurer maintenant. Je vous ai dit que je ne peux pas faire revenir l'âme de l'enfant. C'est la personne qui a emmené. Il y a une personne qui avait fui à 4 heures du matin. C'était un pygmée. Il avait fui à 4 heures du matin. C'est lui qui emmenait l'âme de l'enfant pour aller faire les pratiques avec. C'est comme ça, le monsieur pleurait pour dire que je ne peux pas faire revenir l'âme de l'enfant seul. Là, les arbres que vous avez coupés, c'est là où nous on venait se retrouver chaque soir et je ne suis pas seule, nous sommes nombreux. La personne qui emmène l'âme de l'enfant est déjà partie, mais elle n'est pas encore arrivée. Du coup, si moi, je donne l'autorisation seule, l'âme ne peut pas revenir. Après, c'est là où la maman l'a dit, ok, restez là. Quand vous allez vous décider, même jusqu'à minuit, on va rester là jusqu'à ce que vous faites revenir l'âme de l'enfant. En temps, le père de la petite est en train d'arriver. Le père de la petite vient, il arrive dans la ville. Il commence à crier depuis, lorsque le taxi le laisse même depuis la route, il commence à crier. Rendez-moi l'âme parce que c'était l'homonyme de sa mère. Rendez-moi l'âme de ma mère, rendez-moi ma fille en vie. Si vous ne rendez pas ma fille en vie, rendez, il faisait que crier, on l'emmenait dans la maison où il y avait les vieux là et tout. Quand on les emmène, il a commencé à les frapper sérieusement dans la chambre là-bas, frapper, c'est comme ça. On lui a dit non. Les frapper, ça ne va rien résoudre. Laissez, on va négocier pour qu'il fasse revenir l'âme de l'enfant. On est resté de 5 heures du matin quand on s'était réveillé jusqu'à 15 heures du matin. Ils n'ont pas, en fait, les autres n'ont pas accepté. Du coup, la petite était déjà partie, son corps était déjà très froid même. Mais ils ne voulaient pas l'enterrer, la petite. Ils avaient espoir, faites revenir l'âme de l'enfant. À 16 heures, on les a mis tous dehors. Ils sont allés acheter le pétrole chez le boutiquier. Ils ont pris les bois.
Ils ont fait un grand feu au milieu de la cour. Ils ont mis le grand feu là avec les bois du village. Ils les ont déshabillés. Il y avait une femme qui était parmi les 5 personnes. Il y avait juste une seule femme et 4 hommes. On les a déshabillés. Ils ont commencé à les frapper sérieusement. Les briques, damer les briques. Après, quand le bois a commencé à brûler, ils ont excusez-moi du terme, ils ont écarté les jambes de la maman là. Le bois du feu, ils ont commencé à mettre ça dans le sexe de la vieille maman. Elle ne faisait que pleurer. Il y a un monsieur qui était l'oncle de la fille. Il allait prendre la machette. Il a coupé carrément le pied d'un monsieur. C'est là où j'avais vu de ma vie là que les os qu'on a, l'os c'est bien blanc. Il a coupé le pied. C'était maintenant un massacre total dans le quartier. Et vu que dans le quartier, on avait un maire adjoint, dont le maire adjoint avait vu tout ce qui s'est passé, c'est comme s'il avait appelé la police. Ils ont commencé à les découper sérieusement. Beaucoup perdaient les bras, le crâne ouvert. La maman là, le sang sortait entre les jambes. C'est la police qui nous avait fait fuir de là. Donc, quand la police est arrivée, tout le monde s'est dispersé. Ils ont attrapé et le père et la mère. En tout cas, toute la famille, on les a attrapés. Et les vieux, là, on les a emmenés à l'hôpital. Il y a la vieille maman et 2 autres qui étaient morts sur le coup. Ils n'étaient même pas arrivés à l'hôpital. Et le père et la mère, on les a mis en prison. Et puis, le papa, là, le papa qui avait survécu, quand il était sorti de l'hôpital, tout le quartier le fuyait. La petite Laure l'avait enterrée, elle était morte comme ça. Là. Tout le quartier fuyait le papa là quand on le voyait. Et ça s'est fini comme ça en fait. Le monsieur et la dame, ils sont allés en prison. Et puis le reste des sorciers étaient morts. Et puis il y avait un survivant. Comme ça que termine mon histoire. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci beaucoup, Chanel. Oui, et une autre histoire, c'est pour mon père, au fait. Il était rentré des classes avec son ami. Voilà qu'il arrive à la maison, il voit qu'on a dressé la table avec le taro. Son ami veut manger, il dit non. Ma mère n'a pas préparé le taro hier. Et si à l'heure, s'il y a le taro, je ne vois pas son sac. Ça veut dire que ce n'est pas elle qui a donc préparé. Son ami insiste pour manger. Il dit non. Son ami insiste. Il dit non. Là, il fait les problèmes à son ami. Il demande à son ami de partir chez eux. Voilà que son ami part en partant. Quand tu viens chez nous, tu manges, mais j'arrive chez vous. Tu m'empêches carrément de manger. Ok, il n'y a pas de problème, je vais partir. C'est là que mon père lui dit, ok, va-t'en. Sa mère rentre dans du champ. Il demande à sa mère, c'est toi qui as déposé le taro? La mère dit non. On demande un peu au quartier. Personne n'accepte d'avoir déposé le taro. On porte donc le taro avec l'assiette. On part verser derrière les toilettes. Ça a brûlé tous les herbes qui étaient là. Comme si on avait juste pulvérisé. Oui. Donc ça a brûlé tous les herbes qui étaient à côté. Et après 2 jours, la grand-mère qui avait déposé ça est décédée. Ouais. Donc c'est un peu ça. Bon, je vais être bref. Mon histoire, je me suis rappelée de cette histoire par rapport à celle que celle qui était l'avant à raconter par rapport aux sorciers qu'on a brûlés tout et tout. Un truc un peu similaire quoi. Bon, c'était dans une petite ville. Il y avait les stagiaires. Comme on envoie souvent les stagiaires dans les hôpitaux. Une stagiaire en infirmier. Ils sont arrivés alors à l'hôpital et tout se passait bien. Bon, la stagiaire en question, un jour, elle marchait dans l'hôpital pour savoir ce qu'elle faisait quoi. Une maman a demandé, ma fille, s'il te plaît, masse mon pied, j'ai mal au pied, masse mon pied si. Elle avait une blessure sur le pied. Elle dit, masse mon pied s'il te plaît, j'ai très mal au pied. La stagiaire, donc, elle se baisse pour masser le pied de la dame. Une grand-mère déjà, hein. Elle se met à masser le pied, elle masse le pied. À un moment, la stagiaire s'effondre. Elle commence à crier.
La grand-mère, si, laisse-moi. La grand-mère, si, laisse-moi. Tu me veux quoi? La grand-mère, si, laisse-moi. C'est comme ça que tout le monde se Tu retourne. vas respirer un peu, hein. Tu vas mourir ici, hein. Non, juste que il est en train de manger. La stagiaire, si, laisse-moi. C'est comme ça que tout le monde se retourne. On commence à les regarder. On porte la fille, elle s'est évanouie, hein. On porte la fille, on l'interne. Alors, comme c'était un centre de santé, on porte la fille, on l'interne. La grand-mère, là, maintenant, on prend la grand-mère, on met de côté pour appeler la police, n'est-ce pas? Quand la police arrive, on fait les enquêtes, on décide qu'on va ramener la grand-mère au commissariat. On appelle le chef du petit village. Bon, comme c'est un petit village là, on dit qu'est-ce qui se passe? Vous avez tant crié. Les gens de l'administration disaient vous avez tant crié. On a créé un centre de santé dans votre village. Mais comment est-ce que les gens viennent maintenant pour vous soigner? Vous voulez seulement tuer les enfants, hein? Il faut libérer l'enfant là. Il faut libérer l'enfant là. Et l'état de la fille s'aggravait de fur et à mesure, ce qui fait qu'on a renvoyé la fille à l'hôpital central. C'est comme ça que le chef du quartier a donc dit que bon, il va faire une réunion avec les gens du village, n'est-ce pas? Ils vont faire une petite réunion pour savoir ce qui se passe. Entre-temps, ils ont fait leur réunion et tout. Ils ont décidé peut-être entre eux, ils ont décidé de tuer la grand-mère pour faire revivre la fille. Parce qu'il fallait que faire ça. Soit la grand-mère la parle, parce qu'on menaçait la grand-mère là, que qu'est-ce qui se passe, les policiers menaçaient la grand-mère là, qui dit ce que tu as fait, tu avais les qui et tout, qui sont tes complices et tout. Bon, entre-temps, les gens de la réunion avec le chef du village, ils ont décidé d'en finir avec la grand-mère là. C'est comme ça que dès que la grand-mère a fermé l'œil dans le commissariat, c'est comme ça que la stagiaire s'est réveillée où elle était internée à l'hôpital central. L'histoire s'est même un peu revenue comme ça. Ok. Donc, pour vous faire comprendre que même si tu pars en stage, il faut faire très attention à tout ce qu'on voit là-bas. Tout le monde n'est pas simple lorsqu'il vient à l'hôpital. Oui. À l'hôpital, là, c'est souvent compliqué avec les gens que vous ne connaissez pas. Avec des maladies compliquées, ils viennent là et vous touchent simplement. Et puis... Quand tu dors déjà et qu'on t'appelle la nuit, vraiment quand tu sors, soit tu dors ou tu es parti là, soit tu ne sors pas. Parce que quand tu dormais déjà, surtout depuis longtemps, pendant la nuit, quand on t'appelle là, quand tu pars, tu as tendance à ramener des esprits à la maison quand tu reviens. Et c'est ce que moi j'ai vécu. J'ai une tante qui a eu son visa pour le Canada tout récemment. Du coup, ma soeur et moi et une de mes cousines, nous sommes allés chez elle l'aider à faire des courses, à emballer des bagages. Il y avait un ménage à faire et tout. Puisque le bail de la maison qu'elle louait, du studio qu'elle louait devait bientôt arriver à terme. Donc, on a fait ce qu'il y avait à faire. Et là-bas, elle-même, elle vit avec 2 garçons. Elle-même, elle a 2 garçons à la maison, mais eux, ils devaient rentrer, continuer l'école à Yaoundé. Dans la maison, en fait, on devait rendre les clés au bailleur à la fin du bail, à la fin du mois. Donc, la fin de ce mois d'octobre. Donc, en fin septembre, nous sommes allés là-bas, on a fait ce qu'il y avait à faire. Elle a voyagé dans de bonnes conditions. Un soir, donc un samedi soir, nous étions en train de dormir. Les garçons dorment au salon sur des matelas. Nous, on dormait dans la chambre. On a décidé de se faire une soirée Netflix. Voilà, alors les gars disent que mais faites même les beignets crevettes et tout. Nous voilà, on fait les beignets crevettes, on s'assoit, on visionne. En visionnant, donc nous tous, nous sommes endormis. Quand on s'endort, il y a, nous tous on est réveillés par le téléphone d'un de mes cousins qui retentit. Quand il décroche, apparemment, son ami avait eu un souci. Son ami avait, puisque lui, il a beaucoup de connaissances qui sont de la police. Son ami a eu un souci et on l'a arrêté lors d'une patrouille. Il est sorti. Moi, ayant déjà suivi une histoire où on disait ici, quand tu dormais déjà
et que tu sors vraiment dehors où tu es parti. Je lui ai dit que ouais, comme tu parlais, couche-toi seulement même là-bas à la brigade d'été là. Arrivé là-bas, dors même là-bas, tu reviens le matin. Il dit non, comment, laissez vos superstitions et tout. Il a dit que ok. Moi aussi, est-ce que je savais que si j'allais, je pouvais vivre 100 jours. Le gars est sorti. Quand il est sorti, bref, quand il est sorti, nous, ça nous a coupé le sommeil. On a commencé à bavarder dans les trucs de minuit, 1 heure comme ça. Quand on a appelé, on a dit, bon, ça se passe comment là-bas? Il dit que non, il a pu gérer la situation avec certains de ses potes et il a dit que la situation s'arrangeait déjà, qu'il allait rentrer. Moi, je lui ai dit que, gars, dors là-bas, ne nous ramène pas les esprits. Il dit, gars, ton émission que tu suis la paix, c'est devenu ta drogue. Oh, laisse-nous les ouais. Est-ce que tu es sûr que c'est pas obligé de nous arriver? Je dis que mon frère, mes cousines disent aussi que, gars, tu es sûr que c'était la vérité. Il a dit que prévenir vaut mieux que guérir. Elles ont dit qu'on aime ça et tout. C'est comme ça qu'on a attendu le gars dans les trucs de 3 heures passées. Il est revenu à la maison. Nous, tout le monde était à KO. Nous, on a éteint les appareils. Nous nous sommes couchés, on a dormi. DMG. On se réveille le matin. La veille, il y avait les assiettes à la cuisine, les trucs, on a fait les beignets crevettes, il y avait les plateaux sales à la cuisine et c'est un petit plat. On se lève le matin, on part à la cuisine. C'est d'abord mes cousins qui se sont levés en premier. Ils sont allés à la cuisine. Ils ont vu la cuisine était propre. Bien nickel. Propre là. Tu sais qu'avec le départ de ma tante aussi, de leur matin, il y a des trucs qui étaient aussi un peu en désordre à la cuisine. Non, c'était propre. Les gars se sont dit que mais les filles ici se sont seulement levées à quelle heure pour faire le ménage à la cuisine. Et nous, on ne leur a même pas entendu passer au salon, puisque les gars dorment sur le matelas au salon. Ils sont passés dessus. Nous-mêmes, on se lève à notre tour. On arrive à la cuisine. On voit la cuisine est propre. Chacune, moi, elle demande à ma soeur qui s'est levée pour faire le ménage. Elle me dit que non, c'est pas moi. On demande à ma cousine, elle dit que non, c'est pas, n'est-ce pas, nous tous sommes dormis là. Je me suis levée à quelle heure? En ce temps, mes cousins ne sont pas là, ils sont allés au sport. Quand ils reviennent, les gars disaient que merde, vous avez fait fort aujourd'hui. Vous vous êtes seulement levé à 5 heures pour faire le ménage. C'est vraiment nous, on dit aux gars qui se lever pour faire le ménage. Comment nous, on s'est dit que c'est vous qui avez fait le ménage. Jusqu'à on disait déjà que mais les gars ont tué. Depuis quand les gars peuvent faire le ménage? Il dit que la cuisine était propre. On n'a pas compris ce phénomène-là. DMG. La cuisine était. Nous sommes restés perplexes. On ne comprenait pas. Les gars ont commencé à nous dire que, gars, si c'est une mauvaise blague, arrêtez ça. On a commencé à se poser des questions. Mais après, dans l'incompréhension, on n'arrivait pas à comprendre. Nous sommes restés tranquilles. C'est comme ça que le soir, on sort tous ensemble, là, on va au sport. Parce que les gars n'aiment pas se mal au sport avec nous. Ils disent que on va courir de tout, on va commencer à dire rentre. Le jour-là, on a signé derrière eux. Nous sommes allés avec eux, puisqu'il y a un stade pas loin de chez nous. Quand on revient à la maison, on trouve que la maison est bien. C'est vrai qu'on avait fait le ménage en sortant, mais la maison est bien rangée. Et là où ça a fini avec nous, quand nous sommes allés à la cuisine, le repas qu'on avait cuisiné, on avait sauté les tripes. S'il y avait certains tripes là au congélateur, on a sauté ça. Le repas qu'il y avait dans la marmite les marmites étaient vides. Les marmites étaient vides. Les marmites étaient vides. C'est où on a commencé à voir que c'était une histoire qui était sérieuse. On a commencé à coller les matières pour dire que, gars, voilà un truc qui nous arrive. Pendant que nous sommes en train de parler là, l'eau est en train de couler à la douche. Quand on arrive à la douche, puisque nous, on avait un problème avec notre siphon là, quand tu te lavais ou quand tu versais l'eau, ça prenait du temps à descendre, donc l'eau stagnait un peu. Quand on arrive à la douche, on se rend compte que c'est comme si on a enlevé les déchets du trou là, c'est-à-dire brindilles de balai et tout. Donc c'est comme si quelqu'un a travaillé pour réparer le siphon en fait. C'est là où nous on a dit qu'on va sortir de la maison, on ne peut pas dormir, on peut plus dormir là-bas. Nous, on a appelé la matin que voilà, pardon, va regarder la fesse parce que les phénomènes c'est la marmite vide là qui a fait. Nous, on a failli dormir dehors le jour là. Personne n'avait le courage de rester dans la maison là.
Non, chacun a emballé son nécessaire. Eux, ils sont donc plutôt venus, ils sont venus dormir plutôt chez nous, puisque ce sont mes cousins, avec une de mes cousines. Moi, j'étais avec ma petite soeur. Ils sont plutôt revenus chez nous. On a envoyé la matin aller regarder. On nous a indiqué un monsieur, puisque nous sommes à Douala. On nous a indiqué un monsieur au niveau de Misokela. Nous sommes allés chez le monsieur. C'est où, quand on va chez le monsieur avec notre mater, c'est arrivé là-bas que le monsieur l'a dit que quand on vous dit, le monsieur là vous dit que donc depuis que vous êtes né, il commence d'abord à blâmer ma mère que mais pourquoi les cultures, en fait, c'est des choses qu'on vous racontait quand vous étiez petit, pourquoi vous ne racontez pas ça à vos enfants? Est-ce que là où c'est là, il y a une personne d'entre vous qui est sortie un soir et qui a ramené un esprit à la maison? Et si vous avez la chance que cet esprit, ce n'est pas un esprit mauvais. C'est un esprit, en fait, on les appelle, ou ce sont les génies, ou c'est qui? C'est un esprit qui est bon. Donc, le gars va seulement habiter là-bas à la maison pendant un bon bout de temps avant de partir. À moins qu'on ne fasse des rituels pour le chasser, parce que lui, il a trouvé un nouvel abri. Et lui, il considère que vous êtes ses frères, vous êtes ses colocataires. C'est où on se rappelle de l'épisode de mon cousin qui est sorti un soir pour aller secourir son ami au commissariat. Donc, et après ça, on a amené le monsieur à la maison, il a fait les rituels. Et quand on va même avec le monsieur pour faire les rituels, on se rend compte que l'esprit est même resté, il a même encore rangé d'autres trucs. Il a même encore rangé, déplacé les canapés au salon. Donc, ça c'est une histoire. Si moi je n'ai pas uriné sur moi, c'est que vraiment ma contenance urinaire, elle est très bonne. Parce que ça c'est une... Au moins 15 livres de contenance. Donc, c'est bien. Oui. Et donc, j'ai confirmé qu'ils ont eu l'occasion et du coup, ils se sont abonnés. Ils se sont abonnés à ta page. C'est comme s'ils sont dans le live. Ils vont comprendre ça. Les esprits là, bien tes frères. Non, mes frères, mes cousins. Ah, ok, ça me rassure. Ça veut dire que tes esprits sont venus dans ma page comment? Ok, merci beaucoup pour l'histoire, Dorine. La deuxième histoire, ça me concerne une petite partie, parce que sûrement beaucoup de personnes vont se demander, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, me disent pourquoi tu t'appelles l'homme de l'ombre. Et je vais vous raconter aujourd'hui cette histoire. J'ai voulu la raconter la première fois quand je suis monté dans ton live et puis le live s'est coupé. Et déjà, je tenais à dire que je suis né d'une famille modeste, je suis né d'un père intellectuel qui est riche. Quand je dis riche, c'est père à son âme, mais je suis né d'un père qui faisait de l'argent son oreille, qui fumait l'argent à la place de la cigarette. Je suis né dans une famille où je n'étais pas censé manquer de quelque chose. J'avais 6 mois quand ma propre mère m'a déposé à mon père et puis elle est partie. Donc j'ai grandi à côté de mon père, mais dans une autre foyer. Et il s'est avéré que je me faisais, mon père s'est remarié, donc je suis revenu à côté de mon père, mais la vie n'était pas facile. J'ai même pas eu le temps d'aller à l'école. Parce que déjà en classe C1, moi j'ai laissé l'école. Je suis rentré dans la rue. Ça, c'est ma vie. Mais avant de rentrer dans la rue, c'est là que l'histoire a commencé. Parce que quand je suis revenu chez mon père, la femme qu'il avait épousée n'avait pas encore d'enfant. Tout allait très bien. Elle me chérissait, elle prenait soin de moi jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et qu'elle accouche une fille. C'est la Benjamin qu'on a aujourd'hui dans la famille. Et cette femme m'a piégé chez mon père parce que son enfant était souffrant et avait des problèmes de vision. Donc on avait fait un médicament dans les boîtes de Ferragan. Et tu sais, dans les couvercles de Ferragan, il y a des produits là. Parfois les gens se disent que c'est toxique. Donc je ne sais pas comment ça s'est arrivé. Le produit s'est versé dans le médicament et cette femme avait dit à mon père défunt que c'était moi qui avais mis de l'acide dans le médicament de sa fille pour tuer sa fille. C'était devenu un grand problème. Mon père m'a bastonné dans tous les sens. Et après, je ne pouvais plus supporter. Donc, j'ai décidé de fuir de la maison. J'ai commencé par découcher. Et finalement, j'ai décidé d'aller chez ma mère. Donc, je suis allé chez ma mère que je n'avais pas connue auparavant. Elle qui n'a pas voulu non plus me garder. Donc, je suis rentré dans la rue. Comme ça. Et en allant dans les quatre sens, dans les quatre coins du monde pour me chercher, pour me retrouver. C'est comme ça que je me suis retrouvé au milieu de Bordeaux. Parce qu'il faut dire que j'ai été apprenti chauffeur de camion
J'ai été vitrier, j'ai été maçon, j'ai été plombier, j'ai été électricien bâtiment. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie hein, pour être là où je suis. C'est pas que j'ai fait un seul puis je me suis retrouvé comme ça, non. J'ai beaucoup souffert, j'ai vraiment galéré pour être là où je suis aujourd'hui. Et donc, du coup, quand je suis rentré dans le monde mystique, c'était pas le bien d'un ami et aussi pas ma mère qui ne m'aimait pas trop. Parce que j'avais du talent, j'étais inspiré, j'avais de bonnes choses, je faisais de bonnes choses. Mais tout ce que je faisais, je prenais tiré à l'échec. Donc lui m'a dit, il faut que je t'amène quelque part. Donc je suis né d'une famille musulmane. Donc quand lui m'a dit, il faut que je t'amène quelque part, moi je ne savais pas c'est quoi. Étant musulman, même j'allais déjà dans tous les sens, déjà dans les églises évangéliques, catholiques, tout ça là, christianisme, j'étais dans tout ça là. Donc c'est comme ça, il m'a amené chez un prêtre de phare. C'était ma première fois dans ma vie où j'ai consulté le phare. On a consulté le phare. Quand on a consulté le phare, il s'est levé et il a versé de l'eau par terre. Il a versé de l'eau et de la boisson par terre. Il a dit à celui qui m'a amené, quand tu amènes des fétiches chez les gens, il faut les avertir. Moi, je n'avais pas compris le langage et l'expression. Donc, j'ai demandé au monsieur pourquoi il a dit ça. Donc, le monsieur m'a expliqué que j'étais né par quelque chose, que cette chose par laquelle j'étais né n'était pas à négliger. Et que si je n'entreprenais pas le chemin de mes ancêtres, que quoi que je fasse, je ne vais pas m'en sortir. Il a réveillé ma conscience, il a réveillé mon âme, mon esprit et tout. Et c'est lui, aujourd'hui il ne vit plus dans son âme, c'est lui qui m'a dit le chemin que je devais prendre et comment je devais m'y prendre pour aller. Il m'a dit, tu vas rencontrer des difficultés. Mais si tu prends ce chemin, tu deviendras très sacré. Alors que je ne savais pas que j'étais déjà dans une lutte de sorcellerie. Toutes les personnes qui avaient essayé dans mon début de m'aider partaient très tôt. Genre, même quand quelqu'un, je rencontre un prêtre qui dit, écoute, je vais t'aider, je vais te faire un bain, je vais t'enseigner. Tu vois comme ça, quelques temps après, on dit la personne meurt. Donc ça reste inachevé. Comme ça. Mais j'ai persisté, j'ai continué. Un jour, je me suis réfugié chez un monsieur qui est encore vivant et qu'on appelle l'homme panthère. Je me suis réfugié chez lui parce que je n'avais plus où dormir, je n'avais plus où rester. Et 3 mois après, une nuit, c'était une nuit sombre parce que c'était une nuit où les coqs de la maison chantaient en pleine nuit comme ça. Les animaux criaient, ouh. Personne n'a dormi. J'étais sur la dalle en haut. Et à 6 heures, il y a quelqu'un qui a sonné au portail. Quand je suis descendu, j'ai ouvert, j'ai vu une femme. Cette femme m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a demandé, donc depuis que tu as fui, c'est ici que tu t'es caché. J'ai dit, ben, comment? Elle me dit, donc depuis 3 mois que tu as fui, c'est ici que tu t'es caché. Effectivement, ça faisait 3 mois que je venais d'arriver dans la maison du monsieur. Le monsieur m'avait accueilli pour continuer mon initiation. Parce que j'étais déjà à un niveau où je ne pouvais pas faire demi-tour. Je n'avais pas le choix que d'avancer. Et il m'a dit, appelle-moi celui qui t'héberge. Donc je suis allé frapper à la porte du monsieur. J'ai dit, l'homme panthère, il y a une dame qui te cherche. Quand il s'est réveillé, il est sorti, il a vu la dame. Il a dit à la dame, qu'est-ce que tu veux? La dame lui a répondu, je cherche ma chèvre, je cherche mon bouc. Tu sais, les boucs, c'est les cabris non castrés, les cabris qui ne sont pas castrés. La dame lui a répondu, je cherche mon bouc. Et il a demandé, ben, tu cherches quel bouc? Ton bouc a quitté où? Et il fait quoi dans ma maison? Il dit, non, le bouc que je cherche, c'est pas un bouc animal, mais c'est un bouc humain. Le gars qui est derrière toi, c'est un bouc. Tu sais que moi, j'ai les barbes, j'ai vraiment les barbes, j'ai un menton très barbu. Le monsieur a tourné derrière, il m'a regardé. Comment tu viens chercher l'enfant d'un être humain? On a gardé dans le ventre pendant 9 mois. En plein matin comme ça, tu ne laisses même pas le soleil sortir et puis tu dis que tu es venu récupérer ton bouc. La dame s'est lui dit que moi, ça fait 3 mois qu'il m'a cuisiné, qu'il m'a attaché dans un arbre. Et que, normalement, à la sortie à la pleine lune, j'étais censé être mangé et que, bizarrement, que j'ai fugué de l'arbre et qu'ils m'ont cherché depuis, ils ne m'ont pas trouvé. Donc, ils ont commencé des enquêtes nocturnes et ils ont compris que c'est chez lui que je réfugiais. Et que ses supérieurs l'ont chargé de se déplacer spécialement pour venir me réclamer. Le monsieur dit, mais donc si je te donne la main de l'enfant-ci, pour te dire, voilà ton bouc, tu vas partir. Là, elle a dit au monsieur d'essayer pour voir.
Donc, le monsieur l'a chassé. Le monsieur l'a dit, va d'où tu viens. La vieille, donc, je te passe, c'est une vieille, hein, qui avait dans les 80. Donc, elle est partie le lendemain. Quand le soleil est apparu, entre 10 heures et autres, le monsieur m'a pris et puis on est allé voir mon père spirituel actuel, que je connaissais, mais qui ne me taillait pas trop d'importance parce que, tu sais, en son temps, il n'y avait pas les moyens et tout. Mais qui était son père initiateur, lui. Donc, on est allé, il nous a fait un truc qu'on devait enterrer quelque part. On a fait le truc, on est venu enterrer avec des absents et tout. Le lendemain, cette même vieille est revenue encore à la même heure. Mais était revenue cette fois-ci avec du liqueur, ce qu'on appelle du gin royal. Je ne sais pas si vous connaissez ici du gin royal. Et du cola, qu'on prend pour faire les dots. Et puis du pécal. Vous voyez, parfois quand quelqu'un décède, c'est dans du pécal, on l'attache. Bref, quelque chose, un tissu blanc. Du pécal blanc, du cola et du gin royal, plus un billet de 5000. Et elle était venue demander à ce monsieur de prendre le cola, le pécal, le gin plus ses 5000 afin de me rendre pour qu'elle puisse repartir avec moi. Le monsieur a dit, mais je n'ai pas compris. Tu amènes tout ça ce bon matin parce que tu veux récupérer l'enfant de quelqu'un. Elle répond, monsieur, que si elle ne me ramène pas, que c'est elle qu'on va manger parce que c'était elle qui était censée me surveiller. Ce que je vous dis, c'est pas que c'est dans un film. Hein. J'ai vécu, moi-même qui vous parle l'homme de l'ombre. Le pourquoi je suis l'homme de l'ombre, hein. J'ai vécu ça. Que si elle ne me ramène pas, que c'est elle qu'ils vont manger. Et bien je dis, ben, d'abord le cola que tu as ramené, et puis la boisson, l'argent, le pécal, tout ça, je ne peux pas prendre chez toi. Parce que nous, on ne traite pas avec les sorciers. Donc, je ne peux pas négocier avec toi. Si tu veux vraiment prendre l'enfant, là où tu l'as attaché, comment tu avais fait pour l'attacher, il faut reprendre des procédures encore. Si tu arrives à l'attacher, il est à toi. Et c'est là, il a dit au monsieur que ça fait la deuxième fois qu'elle est venue. La troisième fois qu'elle va mettre pied ici, qu'elle va manger tout ce qui est dans sa maison comme être humain. Là, menacé le monsieur. Moi-même, j'avais paniqué parce que j'étais à un niveau, en fait, je ne sentais plus de protection parce que je me suis dit, si le monsieur panique, c'est qu'il va me laisser. S'il me laisse, c'est que je suis mort parce que j'ai personne. Je viens de la rue, donc je suis en train de me chercher. Le lendemain, c'était tombé sur un vendredi. Le jour suivant qui a suivi ça, c'était un vendredi. La vieille mère est revenue encore. Et cette fois-ci, elle est revenue avec un gong qu'on tape pour gongonner dans le quartier, avec un petit bâtonnet. Elle est venue s'asseoir sur le portail du monsieur et a gongonné. Cette fois-ci, elle n'a plus appuyé la sonnerie, elle a gongonné. Kingo, 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 kingo. C'était étonnant. Quand elle s'est demandé, mais qui sonnait même comme ça, qui gongonnait dans le quartier? On a ouvert, c'était la vieille. Et cette fois-ci, elle a dit au monsieur qui l'a remarqué, elle n'est pas venue pour s'amuser. Que si aujourd'hui, comme elle est venue comme ça, si elle ne part pas avec le bouc, son bouc là, c'est que le monsieur n'a qu'à savoir qu'elle va ramasser plein de choses dans sa maison. Et le monsieur a ouvert le portail, il lui dit, voici la maison qui est ouverte, tu n'as même pas besoin de passer par le mur pour rentrer physiquement, prends tout ce que tu veux, pas, mais tu ne peux pas prendre celui-là. Si c'est lui que tu es venu chercher, tu as encore joué. Donc, elle est restée là, elle a menacé le monsieur et tout et tout. Donc, il y avait le petit frère du monsieur qui avait décidé de le taper, qui avait décidé de taper la dame avec des rameaux. Et on a refusé. On était là comme ça. Et là où elle était venue s'asseoir, c'était là où on avait enterré ce qu'on avait fait avec les chiots, les chats, les absents, les aiguilles. C'est là où on avait enterré le truc. C'est là où elle était venue s'asseoir pour nous voler. On était debout. Comme ça, elle est restée là. Elle a menacé tout le monde. Elle a menacé tout le monde de mort. Elle a quitté là. On était là quand les gens du quartier ont commencé à murmurer. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que la vieille qui est venue te réclamer ici, comme son bouc là, c'est la dame là qui vient de mourir par accident. Il paraît qu'elle voulait traverser la voie quand une voiture l'a renversée. Elle est décédée. J'ai dit, Massa, on est parti. Effectivement, c'était la vieille qui était au goudron. Elle était à terre. J'ai regardé. J'ai dit, dans mon pays, on dit la sorcellerie, ça existe. Mais je n'ai pas encore vu une sorcière qui s'est déplacée de chez elle le matin très tôt pour venir te réclamer. Donc, on a continué jusqu'à ce que je sois ici aujourd'hui. Et c'est juste le résumé parce que c'est beaucoup, j'ai eu beaucoup de parcours, j'ai eu beaucoup de luttes à faire avec la sorcellerie. Mais je voulais expliquer aux gens que ce qu'on appelle la sorcellerie, ça existe. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fuit, ce n'est pas quelque chose que on dit non, c'est une sorcellerie, je vais fuir. Non, c'est quelque chose que on fait face.
tu n'es pas psychologiquement mûr et qu'on te dit la sorcellerie te pourchasse, tu vas déjà te tuer même avant que la sorcellerie ne t'atteigne. Parce que avant tout, c'est psychologique. Il y a un langage qui dit chez nous, après Dieu, c'est le sorcier. Et effectivement, après Dieu, c'est le sorcier parce que la sorcière est capable de prendre un bois, le tailler, le transformer en avion. La sorcière, elle peut passer dans le mur pour venir faire pour venir changer ton destin. Donc, si tu n'as pas de quoi changer toi-même l'oracle de ton destin, tu ne vas pas comprendre. Et vous serez étonné de vous demander, elle est en complice avec qui? Je vous dirai juste que c'est ma propre mère qui m'a mis au monde, qui m'a gardé dans son ventre pendant 9 mois. Jusqu'à aujourd'hui, là où je vous parle, je ne parle pas avec ma mère et je l'ai promis. Parce que ma mère, après toutes les difficultés que j'ai rencontrées, ma mère ne m'a jamais, comme on dit, une mère a béni son enfant pour dire, je te bénis mon fils. Ma mère m'a toujours maudit pour me dire, si je ne construis pas ma maison, tu ne vas jamais construire ta maison. Si je ne deviens pas riche, tu ne vas pas devenir riche. C'est ce que ma propre mère m'a toujours dit. Et j'étais tellement allé à un niveau, un jour je me suis levé, elle m'a dit ça, je l'ai dit à partir d'aujourd'hui, maman. Si tu ne deviens pas riche, on ne va plus se parler. Le jour où tu vas devenir riche, on va s'asseoir, on va parler comme des riches. Le jour où tu vas acheter ton terrain, tu vas construire, on va s'asseoir, on va parler comme des propriétaires de domaine. Je vous jure sur ce que je vénère. D'accord, qu'aujourd'hui, ma mère n'a pas encore 1 mètre carré qui l'appartient comme parcelle. Mais je suis déjà en train de construire mon deuxième temple, ça veut dire mon deuxième immeuble à étage. J'ai déjà pas mal de ce qu'on appelle parcelle et domaine. Donc, je peux dire que c'est un concours, c'est une concurrence que j'ai lancée et j'ai pas baissé les bras. La famille de mon père, c'est pas facile. Le nord, la sorcellerie de là-bas, c'est très fort. La sorcellerie qui vient du pays natal de ma mère, c'est les Yoruba. Ils n'ont pas de petite sorcellerie, c'est très fort aussi. Donc, on est dans l'équilibre, on grandit dans cet équilibre, on n'abandonne pas. On ne fait que changer la tendance. Parce que la sorcière, c'est quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne sais pas quel niveau il atteint. Si la sorcière qui veut te nuire aujourd'hui n'arrive pas à te tuer, il ira chercher une sorcière plus forte que lui. Il ira chercher une sorcière plus forte que lui. Et il ira te confier à cette sorcière-là parce que lui, il ne peut pas t'atteindre. Déjà parce que ce n'est pas tous les sorciers qui tuent. Il y a des sorciers qui vont te nuire. Il y a des sorciers qui vont te manger. Il y a des sorciers qui vont te détruire. Il y a des sorciers qui vont te rendre malade. Chaque sorcellerie a son rôle. Donc, je profite pour dire à chacun que moi, spécialement, que vous voyez ici, quand je viens, je vous parle, ne pensez pas que c'est de la magie. J'ai vécu des choses que je ne souhaite même pas à mes ennemis. Même hier, j'en ai parlé avec une dame qui était venue me voir. Je lui ai dit ce que moi j'ai vécu, la mère que j'ai aujourd'hui. Je ne prie pas pour que mon ennemi aille cette mère-là. Je ne prie pas pour mon ennemi pour qu'elle ait cette mère-là. Ma mère est rentrée dans beaucoup d'endroits pour me détruire. On lui a dit, tu as fait pour toi une grâce que tu as cet enfant qui a atteint ce niveau. C'est quelque chose qu'aujourd'hui je cherche à produire comme un film. Je cherche à écrire même un livre pour ça, pour que les gens savent que ce qu'on appelle l'homme de l'ombre, c'est que j'ai été invisible, je continue d'être invisible. On me voit, mais on ne me remarque pas. C'est même pas que je n'ai pas le temps de m'imposer à quelqu'un. C'est mon ombre qui s'impose à tout le monde. C'est pas ma faute. Ça vient du destin. Et quand ça vient du destin, on n'a pas le choix, on doit faire avec. Donc, c'était un peu mon partage. Et voilà, je voulais faire comprendre aux gens que moi-même en question, qui vient ici vous raconter des histoires, c'est une petite partie de mon épisode de ma vie, de ce qu'on appelle sorcellerie. C'est pas une sorcière qui se lève de chez elle, qui quitte la réunion nocturne et qui débarque pour te dire qu'elle te réclame comme un bouc. L'enfant de quelqu'un, Massa, vous appelez ça bouc. L'enfant de quelqu'un, 9 mois de quelqu'un, qu'on a gardé dans le ventre, vous appelez ça bouc. C'est difficile. C'est difficile. Voilà. Donc, DMG, c'était un peu ça. Moi, je tiens déjà qu'on est live là à souligner parce que j'ai aussi vu comment c'est passé dans le groupe Telegram. C'est vrai, j'ai pas réagi. J'ai préféré, comme toi-même tu sais, j'ai préféré venir dans ton inbox te parler. Mais je profite aussi pour dire aussi ici là, devant tous les autres là que on est juste des privilégiés. Pourquoi? Parce que on a des gens qui ont vécu certaines choses dans la vie et qui veulent bien partager avec nous. On profite, on a encore de profiter d'une certaine manière. Ne venons donc pas d'un manque de respect. Ça serait vraiment être hypocrite. Déjà, tu viens, tu apprends quelque chose.
au lieu maintenant de remercier celui qui te donne cette connaissance-là, tu te mets plutôt à dénigrer la personne, tu te mets plutôt à venir menacer la personne. C'est être hypocrite. Donc, apprenons à faire la part des choses. Moi, je vous tire déjà le chapeau à tous ceux qui racontent des histoires. Moi-même, j'ai des histoires que j'ai racontées, c'est vrai. Moi-même, j'assume mes histoires. Et je donne beaucoup de force à ceux qui ont le courage de monter raconter. Parce qu'ils savent que demain après-demain, ça va aider quelqu'un comme ça là. Donc, c'est déjà ça. Si vous quelqu'un montre raconter l'histoire, prenez la peine de remercier la personne après l'histoire. Merci. Que vous ayez aimé l'histoire ou pas, merci. C'est un plus. C'est un plus pour quelqu'un qui est dans le live là. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message là comme ça là. Donc, c'est